clairement, il est vrai qu'aujourd'hui, notre attention est troublée, mais c'est pas parce que notre attention est troublée d'un point de vue global que c'est un trouble de l'attention. Le trouble de l'attention vient avec des choses derrière qui sont pathologiques. Et donc ça, j'ai vraiment envie de le dire. Je peux me le permettre parce que j'ai de l'influence. J'ai très envie d'en parler en France parce que très peu de monde en parle déjà, parce que tu es stigmatisé, c'est certain. Mais tu peux réussir, tu as beaucoup d'artistes qui ont un TDAH, tu as beaucoup plus de monde qui ont un TDAH qui n'osent pas le dire, et le parcours de soins, de diagnostic, de stratégie adaptative m'a fait tellement de bien que j'ai envie que d'autres gens se l'autorisent en fait. Bonjour et bienvenue sur Ouvrir la boîte, le podcast où on parle santé mentale. Moi c'est Canel, votre hôte, et dans chaque épisode, je donne la parole à une personne concernée par un trouble de santé mentale, une neuroatypie ou ayant connu une épreuve de vie difficile. Il ou elle vient nous raconter son histoire, témoigner, sans phare et sans tabou, car la santé mentale, ce sont les concernés qui en parlent le mieux, et il est temps de leur donner la parole. Aujourd'hui, je reçois Catherine Testa, qui va nous raconter son histoire avec le TDAH, ou trouble des déficits de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Le TDAH est un trouble du neurodéveloppement, dont les symptômes se manifestent dès l'enfance et peuvent continuer à l'âge adulte. On estime que le TDAH touche environ 5,9% des enfants et 3% des adultes. Quand on pense au TDAH, on pense le plus souvent à un petit garçon qui ne tient pas en place. Mais il est temps d'arrêter de réduire ce trouble à cette image d'Épinal. Le TDAH est un trouble complexe qui se présente différemment chez chaque personne concernée. Plus précisément, on distingue 3 profils de TDAH, les inattentifs, les hyperactifs et les profils mixtes. Les personnes ayant un profil TDAH inattentif souffrent principalement d'une difficulté à moduler leur attention, de rêveries envahissantes, d'une mauvaise notion du temps et d'une forte tendance à oublier leurs affaires et leurs rendez-vous. Les personnes ayant un profil TDAH hyperactif vont généralement avoir du mal à tenir en place, des difficultés à dormir et une tendance à bouger en permanence. Mais il est important de comprendre que l'hyperactivité n'est pas toujours physique et peut aussi se rapprocher davantage de l'impulsivité, de l'hyperactivité mentale, avec de l'impatience, une tendance à parler beaucoup et vite, à couper la parole, ou encore une tendance à l'irritabilité. Et enfin, les personnes ayant un profil TDAH combiné ou mixte présentent un mélange de symptômes du TDAH inattentif et du TDAH hyperactif impulsif. Peu importe la forme qu'il prend, le TDAH peut conduire à de grandes difficultés relationnelles, scolaires ou professionnelles. Mais encore une fois, il ne faut pas s'arrêter aux stéréotypes de ce trouble. On peut avoir un TDAH et réussir scolairement ou professionnellement. En effet, les personnes concernées peuvent consciemment ou inconsciemment mettre en place des stratégies pour masquer les symptômes de leur TDAH pendant des années, le plus souvent au prix de grands efforts et d'une grande fatigue quotidienne. C'est pour cette raison que certaines personnes, notamment les femmes, sont diagnostiquées très tardivement à l'âge adulte. Notre invitée d'aujourd'hui est la preuve vivante d'un tel parcours. Catherine Testa est une entrepreneure engagée. Elle a fondé 2 médias en ligne, l'optimisme.com, un média pour mettre en avant les initiatives positives en France, et l'optimisme.pro, un média et réseau d'entreprises qui s'engagent pour le bien-être en entreprise. Catherine est aussi autrice. Elle a publié 4 livres, dont le dernier, coécrit avec Eva Mazur, s'intitule « Aider », les clés pour apprendre à observer, écouter, accompagner. Ce livre est une référence pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur la santé mentale et apprendre à mieux aider leurs proches concernés. Catherine a été diagnostiquée TDAH il y a seulement 2 ans. Dans cet épisode, elle nous raconte son TDAH. Elle nous explique comment le TDAH se présente chez elle au quotidien et l'impact que ce trouble a pu avoir sur sa vie personnelle et professionnelle. Nous abordons également son diagnostic à l'âge adulte et son parcours de soins pour mieux comprendre tout ce qu'elle a pu mettre en place pour mieux vivre avec son trouble. Si vous souhaitez la suivre sur Instagram ou sur LinkedIn, vous retrouverez le lien vers son compte en description de l'épisode. Ce podcast vous est présenté par Tuki,
la première plateforme française de groupes de parole en ligne. Tuki vous permet de rejoindre un groupe de parole, en ligne et en tout anonymat, sur la problématique qui vous concerne, afin d'échanger avec des personnes qui vous comprennent car ils traversent les mêmes épreuves. N'hésitez pas à vous rendre sur le site wearetuki.com afin d'en savoir plus et à nous suivre sur Instagram où nous partageons tous les jours des informations et témoignages sur la santé mentale. Tous les liens sont en description de l'épisode. Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte de Catherine. Bonjour Catherine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tu viens témoigner sur le sujet du TDAH, ou trouble de déficit de l'attention et l'hyperactivité. On va plus particulièrement parler de ton diagnostic à l'âge adulte, de l'impact qu'a eu le TDAH sur ta vie, et aussi des choses que tu as pu mettre en place pour aller mieux. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement ? Oh, c'est dire. Déjà, merci pour l'invitation. C'est vrai que c'est un challenge finalement d'aller parler de son TDAH. Donc, je m'appelle Catherine, je suis une entrepreneuse, on peut dire ça comme ça. Je suis auteure, j'ai écrit j'ai écrit 4 livres et j'ai fondé un site qui s'appelle l'optimisme.com, l'optimisme.pro. Je m'intéresse beaucoup au sujet de la qualité de vie au travail, mais on peut dire entrepreneuse. Donc, j'ai une équipe, j'ai une boîte et voilà, j'ai un TDAH. Alors, merci beaucoup Catherine d'être avec nous. Pour résumer pour nos éditeurs, on distingue usuellement 3 profils de TDAH, les inattentifs, les hyperactifs et ensuite les profils mixtes qui présentent à la fois de l'inattention et de l'hyperactivité. De ton côté, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les symptômes qui sont le plus présents chez toi du TDAH ? Alors moi, j'ai un profil mixte, très clairement. Le mot TDAH n'est pas très approprié parce qu'on dit que c'est un trouble de l'attention. Mais le TDAH, tu peux être hyper focus sur un sujet parce que le sujet te plaît. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, par exemple, je suis capable de me lever à 8 heures du matin, de commencer une tâche que j'adore, tu vois, où je vais être à fond dedans, en fait, et m'arrêter à minuit sans avoir pensé à décoller mes fesses de ma chaise parce que je vais être dans un état de flow absolument sidéral. À l'opposé, faire des tâches qui me stimulent pas, par exemple de la comptabilité, payer des impôts, tu vois, des trucs qui sont basiques pour 99% de la population. Je dis pas qu'on aime les faire, mais on sait les faire, ça va me demander une dose d'énergie absolument incommensurable. Donc là, vraiment, moi, j'avais c'était soit blanc, soit noir, en fait. C'est-à-dire que j'avais pas de nuance. Et mon vrai sujet, à titre personnel, c'est le temps. C'est-à-dire que j'ai un biais d'optimisme. Pour moi, je vais te dire, pas de problème, je te fais le PowerPoint en 1 heure, alors qu'un PowerPoint de 50 pages, même factuellement, le simple fait de lire un PowerPoint de 50 pages, ça se fait jamais en 1 heure. Je vais avoir toujours un problème à jauger mon temps. Et ça, c'est très complexe parce que, in fine, ça entraîne que comment ça s'impacter dans mon quotidien, c'est que je me disais mais les gens ils vont croire que je suis pas fiable parce que je leur dis pas de problème, je te le fais, sauf que j'ai dit pas de problème à l'un, à l'autre et au troisième parce que je me rends pas compte de la mesure du temps. Et c'était ça qui me posait le plus de problèmes. Évidemment, il y a le déficit d'attention, c'est-à-dire que je peux mettre, donc je retiens pas les prénoms des gens, je vais retenir plein de micro-détails, je vais retenir leur énergie, je vais retenir, voilà, ce qu'on a échangé, mais alors le prénom, je m'en tape, donc je vais oublier ça, donc ça peut être indélicat dans la société. Je vais, dans mon agenda, je suis incapable de placer un événement à la bonne date, c'est-à-dire que la date, pouf, je vais mettre le lundi, le mardi, et vraiment le temps, en fait, l'organisation des priorités, c'est très très compliqué dans mon TDAH, parce qu'il y a des TDAH, moi là je parle vraiment du mien, c'est-à-dire que moi je vais chercher ce qui me fait kiffer. Avant, en fait, avec ce syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire que je vais commencer ma journée sur un sujet quelconque, je vais ouvrir un sous-dossier, je vais ouvrir un sous-sous-sous-sous-dossier. Alors, tu peux te dire, tout le monde fait ça, sauf que moi, je vais jamais revenir au premier, en fait. Donc, je vais toujours avoir ce syndrome de l'objet brillant qui va me stimuler intellectuellement, qui va me filer ma dose de sérotonine et d'autres complexes chimiques de mon cerveau, qui va faire que je vais toujours chercher ma dose. En fait, je vais chercher ma came un peu comme une droguée de la stimulation et des trucs qui m'intéressent pas du tout parce que j'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment.
ça va passer à la trappe. Et dans le symptôme sévère du TDAH, il y a le fait de ce qui n'est pas de mon côté, mais ce qui est propre à pas mal aussi de TDAH. Tu payes tes impôts en retard. Finalement, tu as une notification de ta banque, tu la laisses passer parce que ça t'intéresse pas assez. Enfin, voilà, t'as un très mauvais système des priorités parce que t'as pas un axe temps qui est je connais la conséquence de demain de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et donc, ça te fait que tu pars. Tu sais, moi, je me disais, j'ai une pensée en arborescence. Tu vois, j'avais mis ça sous tout un tas d'atypisme. Je suis hypersensible, machin. J'avais un peu mis ça là-dessus. Et non, en fait, c'est un trouble qui est factuel, qui t'entraîne des conséquences qui sont reconnues par la science et par tous ceux qui sont atteints en fait d'un TDAH. Ouais, très intéressant. Et au-delà des symptômes un peu spécifiques comme ça, d'une manière plus globale, maintenant que tu as un petit peu de recul, quel est selon toi l'impact du TDAH sur ta vie, que ça soit pro ou perso? Quels ont été les principaux impacts rétrospectivement? Énorme. C'est marrant parce que moi, je me disais, je suis une hédoniste. C'est-à-dire que je fais les choses à un instant T, mais dans ma vie de couple, quand t'es incapable de prévoir à 2 semaines, enfin, tu vois, à 2 semaines tes vacances, ton mec, il est en train de se dire, elle veut pas partir, en fait, tu vois. L'interprétation des autres de ton trouble devient, pour eux, vu qu'ils peuvent pas le comprendre, deviennent sujets à, finalement, engueulade, parce que toi, tu dis, mais non, on verra au dernier moment, donc tu payes tes billets d'avion 15 fois plus cher, tu changes, tu vois, tu te perds, tu te trompes, tu prévois 2 trucs en même temps. Donc, en fait, dans ma vie perso, en fait, avec mes copains et avec mon mec, c'était compliqué. Moi, je me disais, mais non, je suis hyper stable, parce que mes copains, j'ai les mêmes copains depuis 30 ans, tu vois, j'ai des groupes solides, socialement parlant, hyper stables, sauf que, sur certains copains, ils me proposent quelque chose, je leur réponds pas parce que tout d'un coup il y a trop de textos, tu sais, il y a un groupe de textos où il y a beaucoup trop de monde. Je me dis je vais leur répondre, je laisse passer le temps parce que j'ai répondu à tout un tas de gens qui sont pas du tout mes meilleurs potes, mais ça me demandait moins d'énergie de leur répondre. Donc je me dis mais attends, la fois où je vais répondre à mes copains là, il va falloir que comment ça s'appelle, tu vois, que je prenne de l'énergie, que je leur raconte plein de choses. Donc, je vais attendre d'avoir de l'espace-temps, sauf que comme je suis pas capable de gérer mon espace-temps, se passe un jour, une semaine, un mois, 2 ans. Voilà, clairement. Récemment, j'ai une de mes meilleures amies, et c'est pour ça que c'est important de le comprendre, qui m'a envoyé, mais Kat, je comprends pas. Donc, elle est italienne, elle me dit, je comprends pas, quand je viens à Paris, tu me réponds plus. Est-ce que ça t'embête que je te propose en fait de te voir? Et là, savoir que j'avais un TDAH, ça m'a permis de lui expliquer en fait ça, dans le sens où voilà, je sais pas gérer mon énergie, il faut surtout que toi tu me relances, je le prendrai pas mal en fait, et c'est vraiment juste parce que je ne sais pas piloter ma dose d'énergie, je ne sais pas piloter mon temps, mais dans ton quotidien amical, ça peut te jouer en fait des tours. Le côté impulsif dans ta vie de couple là, finalement tout d'un coup tu as envie de faire quelque chose, tu vas le faire en fait, tu vois, tu vas voilà, tu te dis, tu as envie de le faire, donc il faut que ton compagnon, ton mec, il soit quand même câblé pour ça. Et donc, le diagnostic m'a fait comprendre, en fait, que j'étais hyper impulsive, ce que vraiment je ne pensais pas, en fait. Et ça m'a permis aussi d'expliquer aux autres, tous ces travers que le trouble entraîne, que toi, tu essaies de mettre en place des stratégies d'adaptation, en fait, mais in fine, le trouble reste présent. C'est-à-dire qu'un TDAH, c'est à vie. Donc, tu vas avoir des stratégies compensatoires, tu vas avoir de la médicamentation si tu le veux, mais le trouble sera toujours présent. Donc, moi, ça m'a vraiment permis de comprendre dans le cadre personnel les conséquences. J'ai compris aussi pourquoi tout d'un coup, j'avais des trucs compulsifs, genre je vais changer la place de tous les meubles dans mon appart parce que ça m'a piqué un samedi matin. C'était pas du tout prévu. Je vais tout rechanger dans mon appart. Tu vois, tout est très instantané, je le fais au moment où j'ai envie de le faire, sans grande anticipation. Et tout d'un coup, ton mec, il te voit en train de changer, tu vois, changer tous les meubles de l'appart. Tu vois, c'est des micro-trucs qui sont en soi, tu peux te dire, c'est pas grave, sauf que tout ça te prend de l'énergie que tu fais pas pour faire des choses factuelles comme anticiper tes vacances ou des choses comme ça. Donc ça, dans ma vie perso, ça avait un réel impact.
Et puis dans ma vie pro, c'était le problème que j'avais un peu naturellement pallié, hein. Quand t'es salarié, finalement t'as pas le choix, tu dois te lever le matin, tu vas au boulot, tu as des choses à faire. Moi, je partais un peu dans le décor, mais je compensais parce que je travaillais vite. On va être clair. Sauf que quand tu es à la tête d'une entreprise, t'as plus personne qui te dit qu'il faut que tu ailles là, là, là. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai un agent, mon agenda est partagé à 5 personnes, très clairement, pour que les gens m'aident à gérer mon agenda. Ça, à titre professionnel, l'avantage que j'ai, c'est la responsabilité, c'est-à-dire je vais jamais mettre quelqu'un dans la merde, c'est-à-dire que je vais toujours être présente le bonjour, je vais toujours envoyer, je sais pas, mes PowerPoint, je vais jamais être en retard pour ma maison d'édition, tu vois, j'ai la responsabilité qui vient compenser, mais ce qui passe à la trappe, c'est tout ce qui est pour moi, en fait, c'est mon organisation à moi, c'est moi que je vais mettre en douleur et pas les autres. Ouais, très intéressant. Et je trouve que ça renvoie vers le fait qu'on entend souvent que si tu as été une bonne élève ou si tu as une carrière qui marche très bien, tu ne peux pas être TDAH. Et je pense que c'est un mythe et ton histoire le prouve bien. C'est un mythe, et au-delà de ça, c'est clairement, en fait, le TDAH peut être caché. Alors moi, c'est que mon témoignage, hein, c'est que le TDAH peut être caché par de la douance, par probablement aussi de l'éducation, par un rapport aux autres hyper empathique qui fait que tu veux pas mettre l'autre dans la panade. Moi, clairement, j'ai une carrière, sauf que mon ancien boss était lui aussi très très atypique. Mon ancienne collègue aussi. En fait, j'ai eu de la chance d'être dans des mécaniques qui m'ont permis. J'étais pas dans des mécaniques linéaires. En fait, je pense que j'aurais pas du tout réussi dans un cabinet de conseil où on me demandait de faire des chiffres tous les jours. Ça m'aurait pas du tout convenu. J'ai eu de la chance d'avoir dans ma carrière de tomber aux beaux endroits. Clairement, je crois que ça, c'est une chance d'avoir dans mes proches aussi des bonnes personnes qui font que le TDAH ne s'est pas révélé. Il s'est révélé à partir du moment où j'en pouvais plus, où j'avais trop de taf, en fait, où la souffrance s'est invitée en fait dans la donne et le TDAH n'était plus pallié. Mais le nombre d'artistes qui ont un TDAH, le nombre d'entrepreneurs qui ont un TDAH est absolument phénoménal parce que ça te donne aussi un TDAH, peut-être un TDAH seul fait que un matin tu ne vas plus avoir envie d'aller au travail, donc tu vas décrocher en fait. Mais quand tu as d'autres particularités, le TDAH est éteint, ne se voit pas. Mais toi, tu t'en rends compte parce que il est intrapersonnel, ancré en toi, et tu te dis mais punaise, je comprends pas. Ce matin, j'avais commencé à ranger ma chambre et finalement, je finis par nettoyer, nettoyer la cafetière en fait. Comment c'est possible, en fait. Oui, et finalement, tu es quand même dans une adaptation constante avec des techniques, avec ton entourage, des efforts constants, conscients ou non, pour contrecarrer. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus ? Alors c'est exactement ça. C'est hyper intéressant parce que du coup, quand j'ai exploré le TDAH, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'il faut être entrepreneur ? Est-ce que c'est pas un énorme danger d'être entrepreneur parce que t'as plus personne qui te donne des ordres quand t'es entrepreneur ? Est-ce que c'est pas la totale opportunité de partir dans le décor ? Vraiment. Donc j'en ai aussi parlé au psychiatre en lui disant, finalement, je me rends compte que dans mon ancien métier, le fait d'avoir de la liberté, mais quand même d'avoir une structure, j'étais peut-être un peu moins en errance par rapport à ça. Donc oui, les stratégies d'adaptation, en fait, j'en ai tout le temps eu. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que naturellement, par exemple, quand dans mon ancienne vie, je voyageais beaucoup, j'avais une liste pour ce qu'on mettait dans la valise. Alors, ça paraît idiot, mais tu vois, j'avais ma liste pour me dire, de toute façon, je saurais pas anticiper, je vais suivre ma liste en fonction de si je pars dans un pays chaud ou dans un pays froid. En vrai, parce que tu vois, j'avais mis ça en place. Ce qui s'est passé dans la vie entrepreneuriale, j'avais moins de temps pour moi, donc par exemple, j'avais plus de liste, ce qui fait qu'à un moment donné, je partais dans des pays chauds pour le boulot. Par exemple, je suis intervenue à Tahiti pour une conférence, mais dans ma valise, limite, j'avais pas pris de maillot de bain, en fait. Tu vois. Et donc, parce que
finalement, cette liste que j'avais fait dans mon ancien métier, elle s'était perdue. J'avais plus le temps de penser à moi et de mettre en place mes stratégies compensatoires un peu, un peu curieuses. En fait, c'est ça qui est intéressant quand tu poses le diagnostic, c'est que tu te rends compte que toi-même, tu as eu des stratégies adaptatives qui font que ça éteint au regard des autres et à ton propre regard, sauf que pour toi, tu sais aussi tout ce qui traîne. Tu sais que dans le fond, tu as énormément de charge mentale parce que dans le TDAH, tu as vraiment de la procrastination. Et c'est ça qui est curieux, c'est que moi, je suis une vraie bosseuse, c'est-à-dire j'adore bosser, j'ai besoin de stimulation intellectuelle et je me disais mais c'est pas possible d'être incapable de, je sais pas, de faire un virement, de faire un virement, d'aller sur le site de la banque pour faire un virement, ça me demandait un truc monstrueux. Je me disais mais quand même, tu vois, alors que je suis très loin d'être une feignasse dans l'âme, mais t'avais des jours où j'avais zéro énergie et où je ne pouvais rien faire en fait, et donc je procrastinais. Et tu procrastines sur les choses généralement les plus importantes au regard de la société, en fait. Oui, c'est ça. C'est pas un manque de motivation ou d'énergie. Il y a quand même un côté assez irrationnel où, encore une fois, on dit parfois tu suis la dopamine, et donc certaines actions qui peuvent sembler à d'autres très compliquées vont te sembler simples et d'autres vont te sembler très compliquées, voire impossibles, alors qu'en fait, ça va être débarrasser l'assiette de ta table ou faire un virement. Exactement. Et c'est marrant, je donne souvent cet exemple-là. La dernière fois, donc, j'appartiens à un groupe de parole et il y a quelqu'un qui est exactement le même profil que moi dans le groupe de parole, c'est-à-dire qu'il est artiste, c'est un artiste qui est connu, donc il a un agent, un manager. Et cet artiste, il disait, et ça, je trouvais ça hallucinant, mais des trucs honteux, hein. C'est-à-dire qu'il disait, moi, par exemple, quand j'ai plus d'argent sur mon compte courant, alors que j'en ai sur mes autres comptes, hein, c'est pas le problème, je reçois un texto de la banque et ce texto de la banque va m'angoisser, ça va m'envoyer une zone d'angoisse, et plutôt que comme quelqu'un de très rationnel pour éviter des agios, tu vas te connecter à ta banque, tu vois, pour faire le virement du compte excédentaire sur ton compte courant, et tu vas éteindre le texto, ça va rester en tâche de fond, tu vas te payer des agios, forcément, non pas parce que tu n'as plus de sous, mais tout simplement parce que ça te demande un acte hyper violent, en fait, d'aller te connecter à ta banque. Et moi, c'est exactement la même chose. Et ce truc-là, je l'avais vécu. T'as des trucs qui sont vraiment honteux et qui dépassent l'entendement parce que pour n'importe qui, c'est pas dur de se connecter au site bancaire avec les applications, les machins pour faire un virement de l'un à l'autre, mais toi, ça te semble un truc incroyablement difficile. Et ça, c'est irrationnel en réalité, et c'est honteux. Et c'est vrai que quand t'entends d'autres personnes qui sont comme toi l'exprimer, tu te dis c'est ridicule, mais je suis pas la seule en fait. Ouais. Un autre sujet dont on a un petit peu évoqué ensemble en préparant le podcast, c'est l'impact que le TDAH pouvait avoir sur l'alimentaire chez toi. Est-ce que tu as envie de nous en dire plus ? Ouais, bien sûr. C'est vrai que moi, quand je suis allée consulter le psychiatre, j'y suis allée parce que je n'arrivais plus à m'organiser, en fait. C'était multifactoriel, mais j'avais besoin de comprendre si c'était moi ou pas. Je sors de quelques rendez-vous, je crois que c'est du deuxième, je crois, là où le jour où j'ai eu le diagnostic, j'ai toujours eu des crises alimentaires, c'est-à-dire que j'avais des crises d'hyperphagie. En fin de journée, en fait, dans les journées plutôt chargées, très clairement, j'avais tendance à bouffer tout et n'importe quoi. Un peu, moi je me disais c'est pour me sonner, pour m'aider à éteindre mon cerveau et à m'endormir. Je me disais que j'avais un peu mis ça sur l'hypersensibilité, sur la douance. Je savais pas trop pourquoi, mais c'était complètement irrationnel parce que on va dire, quand tu es relativement lucide, tu sais très bien que t'as pas besoin de manger ça, tu sais très bien que tu as besoin plutôt de protéines, qu'il faut pas bouffer du sucré. Du coup, j'avais des vraies impulsions alimentaires qui du coup faisaient et font encore d'ailleurs, que je faisais tout le temps du yo-yo. C'est-à-dire que je le disais, mais c'est pas grave, parce que je peux prendre 10 kilos, je les repère, je les reprends, je les repère, et ça pendant des années avant le lancement de ma boîte finalement. Parce que au lancement de ma boîte, finalement, je prenais les kilos sans les reperdre, parce que les crises d'hyperphagie, elles étaient présentes. Je me rendais compte, par exemple, j'allais bouffer quand je n'avais pas eu de denrées intellectuelles dans ma journée, en fait, tu vois.
C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai besoin de ma cam. En fait, moi, je voyais ça vraiment, vraiment comme une drogue. Besoin de ma cam. Je vais avoir une crise d'hyperphagie et c'est honteux parce que, en plus, ton corps y prend. Et je me rendais compte aussi que paradoxalement, c'était bizarre parce que quand j'avais fait, par exemple, quand j'étais partie vivre à un moment donné toute seule en Espagne, j'avais du temps long au démarrage de ma boîte. Putain, plus de crise en fait. Et je trouvais ça assez curieux. Alors les gens vont te dire tu manges tes émotions. Je me disais mais non c'est pas ça, tu vois. Je me disais je mange pas mes émotions. Comme j'avais fait quand même beaucoup de suivi et autres, je me disais il y a rien qui me fait bouffer comme ça. Et en fait je rentre du diagnostic et là punaise pendant une semaine pas de crise, ce qui m'était globalement jamais arrivé de ma vie. Et vraiment, le TDAH, tu as une forme de syndrome de l'objet brillant, et t'y vas, et c'est compulsif en fait. Et c'est pas émotionnel, c'est compulsif. Et c'est vrai que le TDAH étant pas encore vraiment très populaire en France, c'est pas très reconnu. T'as plein de diététiciens, t'as plein de nutritionnistes, parce qu'en plus moi je suis entourée de tous, avec l'optimisme, je suis entourée de psy, de coach, de professionnels de santé. Et comme tu sais, les univers sont séparés les uns des autres, t'en as plein qui les diagnostics posés sont pas les bons. Et toi, tu te dis bon ouais, ça doit être ça, mais non, c'est pas ça en fait. On a vu donc pas mal de conséquences, je dirais pas négatives, mais en tout cas qui peut rendre le quotidien plus compliqué. Mais le TDAH peut aussi avoir des aspects positifs. On a parlé de la capacité d'hyperfocus, d'abattre un travail monstre en très peu de temps par rapport aux gens qui n'ont pas ce trouble. On entend aussi parfois que les personnes concernées sont souvent très créatives, regorgent d'idées, même si elles peuvent parfois avoir du mal à les mener à bout. Selon toi, est-ce que tu vois des aspects positifs de ton TDAH et quels sont-ils ? Alors c'est hyper intéressant la question parce que c'est marrant, on me l'a posé, c'est une de mes potes qui me l'a posé récemment en disant quand je lui ai expliqué le TDAH en fait, elle m'a dit mais ça a quoi comme côté positif? Et c'est vrai que je me suis jamais posé la question parce que je voyais parce que dans des problèmes, il y a le fait de comme je suis impatiente, je vais couper la parole, tu vois, je vais finir les phrases des autres. Que la personne, pour moi, parle pas assez vite. Donc, tu vois, je vais finir la phrase des autres, ce qui est hyper indélicat, en fait. Socialement parlant, c'est hyper indélicat. Donc, il y a plein d'autres conséquences, hein. Dans le fait du côté positif, je pense que de mon côté, il y a quand même une forme de naïveté qui m'a permis d'entreprendre. C'est-à-dire que comme j'ai un peu du mal à gérer le temps et les conséquences de ce que je suis en train de faire, je m'en suis jamais trop faite, par exemple, pour la construction de mon entreprise. C'est-à-dire que j'avais pas, mon TDAH n'était pas, m'a permis de vivre l'instant T en permanence. C'est-à-dire que je suis dans le temps présent, je suis à ce que je fais et je savoure ce que je fais. Par exemple, quand tu parlais de la créativité, quand j'écris un bouquin, punaise, je vais être à fond à ce que je fais sans avoir la conséquence de est-ce que je dois aller chez le dentiste après, à quelle heure je dois partir. Ça va me permettre d'avoir des plages de temps dédiées. Tu sais, on parle beaucoup, beaucoup de l'instant présent. Alors moi, je suis à fond dans l'instant présent, en fait, avec la conséquence de ne jamais être dans le temps T plus 1. Mais ça, je crois que c'est quelque chose d'hyper intéressant parce que, comme tu dis, c'est aussi ça qui permet d'exprimer la créativité. Après, avec le TDAH, tu as peur, tu as beaucoup d'idées que tu ne vas pas mettre en place parce que tu vas te dire que ça va te demander trop d'énergie. Mais une fois que tu es dedans, une fois que tu es lancé, une fois que tu as passé le pas de te lancer, t'es dans des états de flow qui sont quelque chose, je crois, de très précieux dans une société où on est tout le temps dérangé, en fait. Mais c'est parce que derrière j'ai fait le choix de le faire avec toutes les conséquences indirectes que ça a, de ne pas répondre à tes potes, d'être relancé parfois par les gens et autres. Tu as été diagnostiquée du TDAH à l'âge adulte il y a 2 ans. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui t'a poussée à te faire diagnostiquer ? Oui, la souffrance. Clairement, je m'en sortais plus. Ça faisait plusieurs années que j'avais eu une suspicion dans la mesure où j'avais déjà un psychologue qui me l'avait dit. J'avais une amie qui est psychanalyste et qui est un peu spécialisée sur l'atypisme, sur les femmes au potentiel, sur le TDAH, qui me disait sans arrêt Catherine, tu devrais vraiment aller consulter un psychiatre. Et je me disais, non, tout le monde a ça. Clairement, quand on a un TDAH, on est souvent dans une forme de déni.
Et je me disais, je suis dans l'effet Barnum, un peu, tu sais, comme l'horoscope, tu vois, des trucs qui te concernent. Tu te dis, ok, c'est pour moi. Et en plus, je me disais que quand j'étais gamine à l'école, j'avais pas cet aspect de la petite fille qui embête toute la classe, qui bouge dans tous les sens, qui fait tomber sa chaise. Tu sais, un peu on va dire la caricature de l'hyperactivité. Ce qui m'a poussée à aller consulter, c'est que au bout d'un moment, j'avais trop de charges à titre personnel, j'avais trop de boulot et vraiment je ne compensais plus. C'est-à-dire que je me disais je n'arrive plus à du tout gérer mon temps. J'étais dans une forme de souffrance et j'avais besoin de comprendre en me demandant OK, est-ce que effectivement ça pourrait être ça? Et je suis allée voir un psychiatre. Une démarche qui est pas forcément facile parce que le TDAH en France n'est pas encore très je dirais pas très reconnu, mais c'est un sous-sujet parmi d'autres et j'avais du mal à me dire mais quel psychiatre je vais voir et donc j'ai un peu casté mon psychiatre, c'est-à-dire que j'ai cherché un psychiatre qui était vraiment spécialisé sur le sujet en me disant au moins lui il me dira si c'est moi qui crois à ça ou si c'est la réalité et j'y suis allée, je crois que j'ai mis plusieurs mois à attendre d'avoir un rendez-vous parce que c'est pas facile mais c'est vraiment le point de départ, ça a été une souffrance en fait parce que je ne compensais plus, je n'arrivais plus à compenser. Ok, très clair. Comment s'est passé ton processus de diagnostic, là, très concrètement, les étapes, et ce que tu as pu ressentir tout du long? Alors les étapes, ça a été déjà quand tu vas voir un psychiatre, je savais pas s'il fallait que je lui dise en fait, je savais pas si je devais dire je crois que j'ai un TDAH parce que je me disais on s'auto-diagnostique pas dans la vie. Et donc je suis arrivée chez le psychiatre en lui disant bon voilà, je sais pas trop ce que j'ai eu un diagnostic, j'avais eu déjà un diagnostic qui avait été posé du côté HP en fait, donc au potentiel et je lui dis voilà, mais voilà où j'en suis aujourd'hui, je sais pas trop ce que j'ai, je pense on me dit de consulter pour un TDAH, je sais pas, voilà, je veux pas m'auto-diagnostiquer, est-ce que vous pouvez m'accompagner sur le sujet? Donc là, il se passe que la première question, la première séance, et c'est toujours le cas, c'est vraiment une discussion en fait, où on parle de l'enfance, on parle de différents sujets, et après il y a un test, enfin même plusieurs tests. Il m'a donné plein de tests à faire, donc une sorte d'exercice que tu fais à la maison, que tu remplis, qui te pose des questions sur l'enfance, ton rapport aux autres, ton rapport au temps, et en plus moi il m'a donné des tests à donner à mon entourage en fait. Donc c'est-à-dire que j'ai donné, d'ailleurs je l'ai donné à une de mes salariées par exemple et c'était hyper intéressant parce que sur le questionnaire que j'ai donné à ma salariée il y avait est-ce que alors c'était pas Catherine mais est-ce que la personne ou est-ce que parce que souvent c'est des tests qui sont plutôt pour les enfants à la base, est-ce que l'enfant, je crois que c'était ça, bouge, gigote beaucoup et c'est très rigolo parce que moi je me disais je suis pas hyper active, enfin tu vois, comme à l'enfance, je l'avais pas été, ça avait pas été diagnostiqué. Et là, j'ai ma salariée qui avait marqué le plus parce que, et en reparlant avec elle, elle me dit, bah oui, tu bouges sans arrêt, tu tournes sur ta chaise, tu te réinstalles 50 fois de suite. Et en fait, j'ai compris que mon hyperactivité, en fait, elle était incarnée notamment là, en fait, dans le fait que, tu me donnes un papier, il est fini en 1000 morceaux sur la table et autres. Et donc ça, c'est le lien entre les deux séances et c'est sur la deuxième séance où on redescend tout parce que, en plus des tests TDAH, le psychiatre généralement il va aussi chercher ce qu'on appelle des comorbidités finalement, à savoir est-ce que tu as de l'anxiété, est-ce que tu as de la dépression, parce que généralement un TDAH vient avec son lot d'autres caractéristiques et d'autres troubles si on peut dire ainsi. Donc ça c'est la deuxième séance. Là, commence à se réfléchir qu'est-ce que je vais mettre comme stratégie d'adaptation. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce qu'il y a souffrance ou autre? On va commencer à parler la voie médicamenteuse. Il m'a donné des livres à lire et après, a démarré un parcours psychiatrique de choix en fait sur comment est-ce que maintenant que j'ai le diagnostic, comment est-ce que je le traite en fait. Ouais, on reviendra un petit peu plus tard sur le parcours post-diagnostic. Ce qui est quand même
assez intéressant à souligner, je trouve, c'est que tu n'as pas été diagnostiquée dans l'enfance, ce qui est assez commun en France déjà, et encore plus pour les femmes, que ça soit le TDAH, l'autisme. Les petits garçons sont diagnostiqués beaucoup plus rapidement, et souvent les femmes sont dans une longue errance, et même les psychiatres et psychologues peuvent parfois mettre vraiment beaucoup de temps à les diriger vers un tel diagnostic. Comment est-ce que tu l'expliques? Est-ce que tu as un point de vue là-dessus? Je vais peut-être un peu tomber dans la caricature, mais c'est un peu le syndrome de la bonne élève, en fait. Tu vois, moi, je voulais pas trop faire de vagues et plutôt que de l'exprimer, je l'imprimais dans mon corps. C'est un peu comme ça que je le vois. Comme j'avais le côté, de mon côté, j'avais quand même le côté douance qui faisait que je bossais vite, donc je compensais finalement le fait de ne pas savoir me gérer, de ne pas savoir gérer mon temps, de ne pas savoir mettre, tu vois, de mettre une date dans un agenda. T'es certaine que je me plante 2 jours, en fait. Et donc tout ça, pour moi, ça passait sur Catherine est étourdie. C'était ça qui revenait dans mes copies. Je me rappelle une fois avoir fait une copie de maths. J'étais au lycée à ce moment-là. J'étais certaine d'avoir cartonné. Tu vois, j'avais tout compris, tous les raisonnements étaient bons. Sauf que bah, les 2 étaient devenus des 4, les 4 étaient devenus des 6. Donc j'avais aucun calcul qui était bon. Et finalement, je me rappelle, j'avais eu 2 ou 4 à cette copie-là. Et ça m'avait marqué parce que tout le monde me disait, Catherine, soit est étourdie, soit Catherine est trop stressée. Et je me disais, c'est marrant, je me sens pas ultra stressée. Et en fait, quand tu es dans l'enfance, on va souvent te mettre d'autres, on va analyser ce que tu es par rapport à d'autres facteurs quand toi-même tu ne l'exprimes pas en dérangeant la société. Généralement, bah finalement, le petit garçon qui est hyper actif, tu vois, qui va courir dans la cour, qui va faire du foot de façon peut-être un peu trop violente et autres, ça va presque déranger les autres, donc on va se dire pourquoi, et donc on va l'envoyer peut-être avoir un diagnostic que quand tu es une petite fille, on va considérer les choses de façon différente, et c'est peut-être encore bah, notre société un peu patriarcale. Je t'avoue, j'ai pas vraiment d'analyse là-dessus, mais moi c'était je veux pas faire de vagues, et bah on me disait que j'étais étourdie, j'ai presque envie de te dire, je sentais bien que c'était pas ça, mais bah voilà, t'y crois. Ouais, et puis t'en as jamais entendu parler, donc tu sais pas que ça existe. Ouais, exactement. Enfin, j'ai vraiment envie de te dire, à l'école, le TDAH, pour moi, le TDAH, j'en avais un peu entendu parler quand j'étais aux US, j'avais complètement oublié et j'ai réouvert le dossier il y a 4-5 ans. Et ce qui m'intéresserait de savoir, c'est aussi, est-ce que le diagnostic a changé l'impact du TDAH sur ta vie? Alors, on va parler du traitement, des médicaments un peu plus tard, tout le parcours de soins, mais c'était plus en termes de déculpabiliser, de te permettre de comprendre peut-être l'origine de certaines choses. Ouais, alors il y a plusieurs choses. Quand on a le diagnostic, en fait, moi j'ai eu un énorme soulagement. Je crois qu'on prend tous le diagnostic d'un trouble de façon différente, et pour moi, le trouble ne me définit pas. C'est-à-dire que je me suis pas dit je suis tarée. Moi, le TDAH, avoir le diagnostic, ça m'a soulagée. Quelque chose de très courant aux gens qui ont un TDAH, tu te dis mais est-ce que j'ai manipulé le psy? Tu vois, ça c'est très courant en fait. Donc j'ai été obligée d'avoir 2 diagnostics en plus de la psy, comment ça s'appelle, de la psychanalyste qui l'avait déjà un peu posé mais qui n'est pas habilitée à poser le diagnostic. Donc j'ai accepté d'avoir un TDAH et j'ai accepté que ce soit un trouble. Donc ça, moi, ça m'a soulagée. Ça a été la première chose. J'ai eu dans la première phase une relecture totale de ma vie. Vraiment en me disant ah mais c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Je me suis excusée auprès d'un de mes ex en lui disant bah en fait je pensais ça mais c'est que moi j'étais comme ça, tu vois. Ça m'a permis de reprendre beaucoup de responsabilités de choses Mhm. notamment. Ça m'a permis aussi de me déculpabiliser, mais de façon monstrueuse, avec le problème que je me suis donné à un moment donné. Je me disais, mais il faut pas que je mette tout sur le regard du côté Mhm. TDAH, parce que le diagnostic peut être enfermant et tu peux dire, bah, de toute façon, j'ai un TDAH, les mecs, j'arriverai jamais à faire ça. Tu vois, ça peut te, t'as un risque. Pour moi, il y avait une sorte de risque de passivité en me disant, bah, voilà, j'ai ça, voilà, bah, c'est comme ça. Mhm. Donc, tu passes par plein d'étapes, clairement, quand t'as le diagnostic. Moi, ça m'a permis de, ça a un effet vraiment,
vraiment soulagement en fait de mon côté. Mais je crois qu'on a tous un diagnostic qu'on prend de façon différente. Mais c'est un parcours, hein. Clairement, c'est derrière, c'est plusieurs mois d'assimilation et on passe par plein d'étapes. Une autre question qui me vient à l'esprit, on sait que le TDAH peut avoir parfois un aspect héréditaire. En tout cas, il a été prouvé que les enfants TDAH ont plus de risques d'avoir un parent atteint de TDAH que les non TDAH. Est-ce que c'est le cas dans ta famille ou est-ce que tu le supposes, tu l'identifies? Est-ce que Alors c'est hyper intéressant comme question. Donc là, quand j'ai le diagnostic, j'en parle à ma mère. Donc je lui raconte un peu ce que c'est que le TDAH. Et ma mère se dit, mais en fait, on est tous comme ça. En fait, tu sais, vu que elle, c'était son référentiel. Bah, en fait, moi, j'avais vécu dans ce référentiel, donc c'était une norme. Je pouvais pas comprendre le TDAH parce que ça m'avait toujours paru normal. Et donc, j'ai fait lire beaucoup de livres parce que tu as une boulimie aussi d'apprendre quand tu comprends, quand tu découvres le TDAH. J'ai acheté à peu près tous les livres français sur le sujet. De toute façon, il n'y en a pas des masses, donc ça va vite. Et donc, les livres, je les ai fait lire à ma mère qui se reconnaît complètement dedans. Après, ma mère, elle a 76 ans, donc t'as pas de souffrance à 76 ans, t'as aucun intérêt à te faire diagnostiquer. Mais ma mère, c'est évident qu'elle a un TDAH parce qu'elle coche absolument tout. Donc c'est ça aussi qui est intéressant de comprendre, c'est que quand toi, dans ton référentiel, t'as vécu comme ça et que t'as pas quelqu'un qui t'a dit et c'est pas normal de pas être capable d'être monotâche, bah tu te rends pas compte en fait. Ouais, non mais c'est très intéressant effectivement de voir que le fait d'avoir grandi comme ça fait que tu ne vois pas et que tu ne vois pas les choses et que tu penses que c'est la normalité. Et je pense que c'est un truc qui est vrai dans beaucoup de sujets de santé mentale en fait globalement. Maintenant, j'aimerais également donc aller un peu plus sur la partie traitement, soins, comprendre un peu ce que tu as fait pour mieux vivre avec ton TDAH. Alors pour commencer, je sais qu'il existe certains traitements médicamenteux qui peuvent diminuer les symptômes du TDAH. Est-ce que tu as fait le choix d'être médicamenté de ton côté et que ta réponse soit oui ou non, pourquoi ? Alors, il faut savoir que moi, à la base, je n'ai jamais mal nulle part. C'est-à-dire que si je prends un Doliprane par an, ça, c'est vraiment le maximum dans ma vie. Je suis pas du tout câblée médicaments et j'ai toujours dit putain j'ai un corps qui est fonctionnel. Tu vois, vraiment j'ai globalement une vraie bonne santé. Et je suis pas du tout je suis pas du tout médicament. Je crois que le corps est capable de s'auto-réguler à bien des égards. L'humain, laissons le corps faire, machin. Sauf que pendant que j'ai fait les diagnostics, en fait, j'étais en vraie zone de souffrance. C'est-à-dire que j'arrivais pas à trouver l'énergie nécessaire pour reconstituer un système organisationnel sain. Et donc, j'ai choisi la voie médicamenteuse. Alors, je crois, t'as 4 médicaments possibles en France. T'en as beaucoup plus aux États-Unis. Et l'avantage du médicament côté qui vient traiter le TDAH, c'est qu'il n'y a pas d'accoutumance. Tu le prends un jour, tu le prends pas le lendemain, tu choisis. Mais j'arrivais pas à y croire. En fait, je me disais non. En fait, comme tu as toujours vécu de cette façon, tu penses pas qu'il est possible de vivre d'autre façon. Mais j'ai quand même fait le choix de la voie médicamenteuse et c'est quelque chose d'absolument incroyable. Tout d'un coup, ton cerveau se range. C'est-à-dire que moi, en temps normal, je suis pas capable de suivre une conversation mail, je suis capable de répondre à un email maximum par jour. Là, quand je suis sous traitement, je suis capable de répondre à 50 mails, d'exécuter 50 tâches très factuelles. Et je le dis un peu de façon... J'ai l'impression d'avoir le cerveau de quelqu'un d'autre. Faut quand même dire ce qui est. Moi, ça a été une forme de béquille médicamenteuse dont j'avais besoin pour réorganiser toute ma boîte, toute mon organisation, parce que depuis que j'étais entrepreneuse, j'avais plus de système compensatoire. C'est-à-dire que tu vois, j'avais plus mes listes, j'avais plus structuré les choses de façon à minimiser mon énergie, des choses toutes bêtes, mettre en place des paiements automatiques des prestataires qui sont récurrents, tu vois, des petites choses comme ça qui vont te simplifier derrière la vie, surtout quand toi, tu as un trouble de l'attention et de l'organisation. Je voyais ça comme une sorte de béquille médicamenteuse qui me permettait de tout réorganiser pour aller mieux. J'ai fait ce choix-là, qui pour moi vraiment a été salvateur. En France, on a tendance à mépriser la voie médicamenteuse sur le TDAH parce que c'est des guéguerres.
de psy, de machin, etc., etc. Moi, mon psychiatre m'a laissé la totale possibilité. Il faut savoir que mon psychiatre vient d'une autre culture aussi, donc voilà, il n'a pas le regard franco-français sur le sujet. Aux États-Unis, c'est tout à fait normal. Dans plein d'autres pays, la voie médicamenteuse est une voie comme une autre. Et en parallèle, j'ai eu des stratégies d'adaptation qui étaient des choses dont j'avais intuitivement l'idée. Hein. Le fait d'avoir un bureau plus ou moins organisé, de commencer à mesurer mon temps. En fait, tu sais, pour chaque tâche, j'ai commencé à regarder le temps que je prenais pour faire chaque tâche, de mettre mes ordinateurs face à un mur plutôt que face à un espace qui me permettait à mon cerveau de divaguer. Tu vois, il y a eu plein de stratégies que j'ai mises en place, à la fois la stratégie médicamenteuse n'était pas la seule. En fait, il y a eu d'autres choses. Tu vois, je me suis mise à avoir un agenda. Il y a des choses auxquelles je suis pas passée. Le fait d'avoir une montre, par exemple, c'est important. J'ai pas réussi encore à passer l'étape d'avoir une montre. Mais pour moi, les deux sont conjoints en fait. Et clairement, le médicament a été salvateur pour moi. Et pourtant, je suis pas du tout quelqu'un qui va vers la voie médicamenteuse au démarrage. Super, très intéressant. Et au-delà des médicaments, donc tu t'as mentionné une thérapie avec ton psychiatre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça se passe? Est-ce que ça aussi c'est essentiel? Est-ce que tu le fais depuis le diagnostic depuis 2 ans ou est-ce que tu l'as fait un moment, t'as arrêté? Voilà un petit peu comment ça se passe. Alors moi, mon psychiatre n'est pas psychothérapeute. C'est-à-dire que mon psychiatre, il vient avec un regard psychiatrique, avec la dose de médicaments, est-ce qu'on la change, comment est-ce que le corps supporte, parce que ce médicament qu'on a, qui n'a aucune accoutumance, peut avoir quand même des conséquences hein, sur le corps. Donc mon psychiatre est plutôt chaque mois un point d'étape. Clairement, moi je le vois comme ça, n'a pas une vocation psychothérapique et vraiment sur quelles sont mes stratégies d'adaptation que je vais mettre en place. Tu vois, ça va pas être je fais de la psychothérapie avec lui. En parallèle, par contre, il a créé un groupe de parole sur le sujet où on va être exactement des profils très similaires aux miens finalement, plutôt douance avec TDAH et on va échanger sur quelles sont les pratiques qu'on a pu mettre en place. C'est très marrant, par exemple, cette histoire de liste, ça a été tout un tas, ça a été un atelier en soi, donc tu as ceux qui vont faire des listes à l'infini, puis la liste elle va être trop chargée, alors boum, tu vas la fermer, tu vas en recréer une autre parce que ça te stresse. T'as ceux qui vont même pas faire de liste, enfin, tu vois. Et donc je vais travailler plutôt le côté adaptatif, en fait, stratégie d'adaptation dans ces ateliers. C'est pour ça que je crois beaucoup au groupe, parce que le groupe de parole, chacun vient avec, chacun globalement a quand même mis des choses inconsciemment, tu vois, et ce avant même les diagnostics. Et du coup, on reparcourt les histoires. Une nana a dit, moi je fais une liste où finalement à chaque fois qu'il y a des points, j'ai les points, je remonte sur le haut de la pile le point le plus important. Enfin, tu vois, chacun vient avec son expérience, son jugement. Parce que, tu vois, ce que je racontais tout à l'heure, ça peut être honteux de pas être capable de se connecter à sa banque, en fait, hein, quand même. En disant, moi aussi, j'ai le cas, voilà comment j'ai fait, mais ça va te dire, moi, il y a à un moment donné, il y a 4-5 ans, j'ai eu un traitement, tu vois, dentiste, quoi. J'avais 2000 € à me faire rembourser. Je me suis pas fait rembourser 2000 €, tu vois, parce que j'ai pas envoyé mes fiches, en fait. Et tu vois, des petits trucs comme ça, comment est-ce que tu le compenses? Donc, t'as une nana qui me disait, moi, finalement, je regarde combien je vais avoir, je réfléchis à ce à quoi je vais dépenser l'argent le jour où je vais l'avoir, parce que c'est pas parce que t'as du pognon, en fait, que tu l'envoies pas. Parce que des gens qui sont en dette le trouble fait que tu ne vas quand même pas l'envoyer, en fait. Tu vois, c'est pas, on peut se dire, c'est un truc de privilégié que de pas l'envoyer. Non, le trouble fait que tu ne l'envoies pas, quelle que soit ta capacité, en fait. Donc c'est, tu vois, à chaque fois, c'est quoi les stratégies d'adaptation? Par exemple, t'as une nana qui disait, moi, comme je sais que je vais bosser au dernier moment, que ça va me foutre dans la panade, je dis à ma boss, 2 semaines, tu vois, par exemple, 3 jours avant, impose-moi de t'envoyer le document, et comme ça, comme tu sais que tu dois répondre à de l'autorité, elle marchait comme ça, en fait, en disant, je vais dire à ma boss de m'imposer une date pour pas que moi je souffre.
Donc, tu vois, on partage nos stratégies d'adaptation pour avancer. Et c'est vraiment le groupe de parole qui m'a permis d'avoir des nouvelles idées, en fait, de stratégies d'adaptation. Donc, maintenant, je note mes objectifs le matin, ce qui, pour moi, me paraissait ubuesque, en fait. Dans ma vie pro, j'ai créé des bullet journaux, des choses comme ça, que je me mets à utiliser très clairement parce que je me crée un reward. C'est-à-dire, je me marque 3 choses à faire. Et quand j'ai fait ces 3 choses, c'est quoi ma récompense? Tu vois, j'ai un système de récompense un peu comme les enfants, clairement. Hein. Je vais chercher mon système de récompense, en fait. Et tout a une récompense maintenant dans ma vie. Bah, écoute, si ça fonctionne, hein, c'est ça l'important. Et donc le groupe de parole, oui, c'est un concept intéressant auquel nous on croit beaucoup forcément chez Tookie. Et au-delà des techniques de ce partage de techniques compensatoires, qu'est-ce que ça t'a apporté peut-être en termes de déculpabilisation et autres bénéfices? Oh là là, un soulagement énorme. Vraiment, hein, quand je suis sortie du premier groupe du premier groupe de parole, moi je disais, je vais au TDAH anonyme, parce qu'en France on connaît que les alcooliques anonymes, tu vois, on connaît pas du tout le groupe de parole sur d'autres sujets, quasiment. Alors je rigolais beaucoup de moi-même, hein, et c'était très rigolo parce que le premier groupe, donc c'est moi, il est animé par le psychiatre. T'en avais un qui était arrivé en retard, t'en avais un qui était arrivé 1 heure en avance, t'en avais un qui avait pas lu le mail de l'exercice tu vois, qui avait été à faire, t'en avais un qui avait oublié la feuille. Et en fait, je me suis revue dans toutes ces, tu sais, enfin, s'il y avait une caméra, je me dis, mais ça devait être, tu vois, ça devait être tellement drôle à voir parce que c'était l'expression du TDAH dans sa, tu vois, dans sa pluralité. Et vraiment le premier, et ça, je crois que ça a été le choc. Vraiment, ce que j'ai retenu, c'est que je m'entendais parler dans la voix des autres. Et ça me provoquait une forme de fou rire, parce que toi, quand tu es toi dans un autre système, tu es la décalée du système. Et là, je rencontrais que des gens qui avaient les mêmes, tu vois, les mêmes problématiques, les mêmes regards. Ça me faisait rire, ça m'a mise en joie. Et ça, je pourrais pas te le dire pourquoi, parce que finalement, c'est plutôt, tu te dis, enfin, c'est un groupe de gens qui n'arrivent pas à gérer, tu vois, ensemble. Mais ça a eu un soulagement absolument, vraiment incommensurable de me dire, je suis pas la seule à fonctionner comme ça. Parce que clairement, tu vois, quand tu es dans la société classique, tout le monde te dit, mais on a tous un trouble de l'attention. Mais la réalité, c'est on va tous faire pipi, mais si tu vas 50 fois par jour, il y a un problème, en fait. Et le trouble de l'attention, finalement, il y a trouble à partir du moment où il y a handicap dans ta vie au quotidien, en vrai, où il y a inadaptation. Et ces gens-là, ils vivent la même chose que toi. Les conséquences sont très polymorphes parce que pour certains, ça va être sur la conséquence plutôt dépression pour X raisons. D'autres il va y avoir de l'anxiété. Enfin, tu vois, il va y avoir très, très, très polymorphe. Mais ça a pour moi un effet, de soulagement en me disant, punaise, je suis pas la seule et il y a des gens qui vibrent exactement la même façon, en fait. Et ça, je crois que ça a pas de prix, en fait. Et c'est aussi un groupe de non-jugement, parce que tu peux pas te juger, parce que tu te vois dans les autres. C'est un cadre safe, en fait, c'est une safe place, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à toi aussi. C'est-à-dire que toi, ton trouble, tu vis avec, tu l'exprimes à tes proches, à tes collaborateurs et autres, mais c'est quelque chose pour moi, de très intime. C'est ma safe place, en fait, c'est mon petit truc où je vais, tu vois, qui va me permettre d'entendre les autres et aussi parfois de te dire, ah, mais ça aussi, en fait, lui, là, et ça, tiens, ça, c'est peut-être le TDAH, je l'avais pas vu, et ça, j'en ai pas parlé. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, donc avant, on va dire, entre le diagnostic, l'acceptation du diagnostic, c'est de regarder tout ce qui se fait, alors notamment c'est côté US ou côté monde, hein, sur des petites vidéos un peu caricaturales du TDAH où tu vois les conséquences. En fait, tout d'un coup, tu te rends compte qu'il y a d'autres personnes qui sont comme toi. Et je sais pas dire ni pourquoi ni le comment, mais ça a un effet de soulagement. Pour moi, ça a bien plus participé à ma compréhension du trouble, plus que le côté médicamenteux, le côté psychiatrique. Alors voilà, c'est piloté par le psychiatre, mais ça a été incroyable. Merci beaucoup pour ce témoignage, c'est très intéressant. Et je pense que c'est vraiment des mots qui reviennent sur les groupes de parole en général, peu importe le sujet.
Et alors, donc, on a évoqué quand même pas mal de choses déjà. Juste avant de passer à un autre sujet, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé à aller mieux au-delà des techniques compensatoires, de médicaments et des groupes de parole? Une autre chose qu'on n'aurait pas évoquée? Oh, il y a d'autres petites choses. Pour moi, ce qui m'a aidé à aller mieux, c'est vraiment oser l'exprimer, en fait. Tu vois, là, ce que je te raconte sur mon histoire de pas transférer de l'argent d'un compte à un autre, c'est quelque chose qui est très honteux, dont j'avais parlé à personne avant. Maintenant, j'ose le dire en disant bon bah c'est comme ça en fait, ça fait partie de ma carnation, ça paraît débile aux yeux des autres et puis ça sert à rien que quelqu'un te dise mais punaise fais-le, tu vois. Enfin ça outrepasse ça. Vraiment le plus important, ça a été l'expression de le dire en expliquant en fait aux autres ce que c'était et en leur demandant rien du tout, hein, parce que c'est à toi de travailler dessus, mais ça m'a permis, je crois, d'être bien plus moi-même, parce que moi, j'avais de la chance de ne pas avoir un manque de confiance en moi, entre guillemets, tu vois. Comme tu disais, j'avais plutôt réussi professionnellement parlant, j'avais atteint pas mal d'objectifs, in fine, qui font que bah, je l'ai pris comme une palette de tu vois, comme si on était une palette de couleurs, c'est une couleur parmi X autres chez moi. Et du coup, je l'ai vraiment pris comme ça. Et donc, ça revient à la prochaine question que j'allais te poser, qui était pourquoi tu as décidé de témoigner aujourd'hui et pourquoi, globalement, tu as décidé d'en parler publiquement à ta communauté sur LinkedIn ou sur Instagram? Parce que, en fait, tu vois, par exemple, j'ai jamais été très férue de parler de côté zèbre, HPI ou autre, parce que pour moi, je n'en avais pas souffert. C'est-à-dire que j'ai eu un diagnostic, mais ça a jamais, tu vois, personne n'en a fait cas, ni dans ma famille, ni dans mes copains. J'ai des copains qui, je pense, étaient un peu câblés de la même façon. Donc, tu vois, j'ai jamais souffert de ça, donc ça a jamais été une cause pour moi. Par contre, le TDAH, en matière de santé mentale, en matière d'entrepreneuriat, moi, j'aurais aimé globalement le comprendre 5 ans plus tôt. Ça m'aurait permis de mieux structurer mon entreprise. Je crois qu'il faut libérer la parole sur le sujet et c'est vrai que bah, dans ma carnation, j'ai la communication. J'adore communiquer, j'ai toujours aimé ça depuis que je suis gamine, j'ai toujours été une passionnée. Quand je découvre quelque chose, j'ai envie de le partager au plus grand nombre. Donc finalement, ça fait partie et je crois que moi, ça a aussi peut-être une velléité, peut-être thérapeutique, mais c'est mon truc, tu vois, de communiquer. Donc j'avais vraiment envie d'en parler pour aider ceux qui se posent la question à passer le pas en se disant moi si j'avais passé le pas 3 ans plus tôt ou 4 ans plus tôt quand je commençais tu vois quand on commençait à mettre des signaux à me router vers le sujet, je crois que j'aurais été moins en souffrance parce que ben finalement j'aurais été moins bancale, x années bancale, voilà, faute de temps, faute d'orgas, peu importe. Donc j'avais vraiment cette envie de communiquer avec une double problématique. La première fois que j'en ai parlé sur LinkedIn, il y a un mec qui me dit le TDAH ça existe pas, c'est un truc à la mode. Punaise. Comme moi, ça avait été tellement révélateur de ce que j'étais, ça m'a fait une sorte d'affront, en fait. C'est comme si on disait à quelqu'un, non, t'as pas le pied cassé, en fait. Et donc, ça m'a tellement ébranlé, ce commentaire d'un mec random, hein. Enfin, je sais même pas qui c'était, j'ai même pas répondu. La séance après où je vais voir le psychiatre en lui disant, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça existait pas, vous êtes sûr que ça existe? Et là, t'as le psychiatre qui te dit, attendez, il y a des milliers d'études, il y a un médicament qui fonctionne, il y a des IRM, enfin tu vois, c'est quelque chose de factuel et de documenté. Mais c'est vrai que bah, en France, dès qu'il y a un sujet qui arrive, en fait, que ça soit, je sais pas, l'hypersensibilité, l'HPI, peu importe, on va te mettre ça dans un effet de mode. Je veux dire, le TDAH, quand j'en ai parlé, j'ai, je sais pas, peut-être 50 personnes qui m'ont envoyé des messages en privé en me disant, punaise, ce que vous racontez, ça me parle, c'est quoi le TDAH? Non, du coup, c'est pas du tout un truc à la mode, le TDAH. Tu vois, t'as des gens qui ont l'impression que c'est à la mode, mais c'est pas du tout à la mode. Et donc, en fait, ça m'avait heurté. Donc, j'ai compris que j'étais pas prête encore à en parler. J'étais pas prête à faire mon braining out. C'est une sorte de coming out du cerveau presque. Et donc, j'ai attendu et c'est seulement maintenant que je vais commencer à en parler parce que, bah, derrière, tu peux être étiqueté, en fait. Tu vois, ça change pas mes compétences, ça change pas mon parcours professionnel, mais est-ce que dans le regard de certains, bah, finalement, je vais être étiquetée comme bah, cette nana, elle a un trouble, en fait.
Même s'il est compensé, même s'il est géré, peu importe, dans le regard de certains, est-ce que ça va changer le regard de certains? Ben, c'est une vraie question. Mais tu fais quand même le choix de le faire malgré ce risque. Ouais, en fait, moi, je fais le choix de le faire parce que je peux me le permettre. C'est-à-dire que, ben, finalement, j'ai ma boîte, tu vois, j'ai de la reconnaissance antérieure. Clairement, il est vrai qu'aujourd'hui, on a tous un trouble de l'attention dans la mesure où on a les notifications qui arrivent. Tu vois, notre attention est troublée, mais c'est pas parce que notre attention est troublée d'un point de vue global que c'est un trouble de l'attention. Le trouble de l'attention vient avec des choses derrière qui sont pathologiques. Et donc ça, j'ai vraiment envie de le dire. Je peux me le permettre parce que j'ai de l'influence. J'ai très envie d'en parler en France parce que très peu de monde en parle déjà, parce que tu es stigmatisé, c'est certain. Mais enfin, tu peux réussir. T'as beaucoup d'artistes qui ont un TDAH, t'as beaucoup plus de monde qui ont un TDAH qui n'osent pas le dire. Et le parcours de soins, de diagnostic, de stratégie adaptative m'a fait tellement de bien que j'ai envie que d'autres gens se l'autorisent en fait. Bon, je pense qu'on a quand même fait bien le tour. Le temps commence à tourner. J'ai quelques questions avec lesquelles j'aime souvent clôturer le podcast. Déjà, si ce podcast est écouté pas par des personnes concernées par le TDAH, mais par des proches, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais leur dire en tant que proche? Comment est-ce qu'ils peuvent aider leurs proches peut-être concernés par un TDAH? C'est marrant parce que le sujet de mon dernier livre que j'ai coécrit avec Eva Mazur, c'est vraiment juste aider. Comment on aide un proche qui est voilà qui est en souffrance en fait, qui a un trouble quelque part. Alors la première chose, c'est de ne pas dire il suffit de. Non, il suffit pas de s'organiser, tu vois. Non, il suffit pas de faire des listes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ne pas dire à l'autre on a tous ça. C'est-à-dire bah oui, on a tous peut-être mal au dos à un moment donné, sauf que quand tu peux plus te lever, c'est tu vois, c'est non, on n'a pas tous un TDAH. Pas dire à l'autre, tu te caches derrière ça, en fait. C'est quand même un sujet. Je veux dire, quand tu découvres ton TDAH, tu te dis, oh punaise, voilà, c'est un parcours qui demande du temps. Donc, voilà, ne pas minimiser ce que c'est parce que pour la personne, c'est quelque chose d'important parce que ça a conditionné toute sa vie, surtout quand on le découvre à l'âge adulte. Le quatrième point, c'est se renseigner, en fait. C'est-à-dire de comprendre ce que c'est, d'écouter justement des témoignages. Et souvent, quand les proches écoutent les témoignages des autres, ils se disent, mais punaise, j'entends ma nana, j'entends ma pote, j'entends ma fille, j'entends mon fils parler, en fait. En entendant la personne, en disant, en fait, mon fils correspond à ce profil-là et c'est pas à la marge, en fait. Ok, merci. Donc, tu as parlé du livre Aider. On mettra le lien vers le livre en dessous du podcast pour les auditeurs qui seraient intéressés. Mais est-ce que tu as d'autres ressources que tu souhaiterais recommander? Alors, encore une fois, si on a beaucoup, tu pourras me les donner après le podcast et je les listerai avec plaisir. Mais si tu en as une ou deux peut-être qui t'ont davantage aidé que tu voudrais lister aujourd'hui? Moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, c'est les petites vidéos humoristiques sur le sujet qui sont faites beaucoup côté US. Il faut pas tomber dans la pathologisation, c'est-à-dire que c'est pas un prétexte en fait. Et on n'a pas tous un TDAH, c'est pas parce que on se reconnaît dans 3 vidéos qu'on a vraiment un TDAH. Moi, ça m'a beaucoup en tout cas aidé de me dire ah bah tiens, ces conséquences, ça vient de là. Moi, ce qui m'a pas mal aidé, c'est le côté aussi comprendre la femme atypique, parce que un TDAH féminin n'est pas la même chose qu'un TDAH masculin. Un TDAH à l'âge adulte n'est pas la même chose qu'un TDAH à l'enfance. Merci beaucoup. Dernière question pour conclure. Est-ce que tu as un autre message à faire passer avant qu'on clôture le podcast? C'est pas obligatoire, on a déjà évoqué beaucoup de sujets, mais si tu as un dernier point que tu aurais envie d'évoquer. J'invite à la curiosité en fait, à sortir des préjugés qu'on peut avoir, positifs ou négatifs, parce que tu vois, moi j'ai pas de problème aujourd'hui à parler du TDAH. Est-ce que je serais la même si j'avais un autre trouble? Je sais pas. Et inviter à l'exploration de soi, en fait, d'oser pousser la porte. Il y a tellement de gens qui cachent leur dépression, qui cachent leurs troubles du comportement alimentaire, qui cachent leur TDAH et qui se le cachent à eux-mêmes en plus. Parce que c'est douloureux, en fait, de l'assumer. Voilà, ça serait ça mon préco. Ouvrir l'univers des possibles. On est tellement nombreux, en fait, à avoir
comment ça s'appelle, un sujet, voilà, quel qu'il soit. J'inviterai à cette exploration de soi-même et à cette indulgence envers les autres, parce que on sait jamais ce que l'autre a vécu, ce que l'autre vit, en fait, et que nos préjugés ne sont que nos préjugés qu'on déconstruit fortement quand on commence soi-même à s'explorer. Merci beaucoup pour ce témoignage qui était vraiment extrêmement éclairant et j'espère qu'il pourra aider d'autres personnes concernées par le TDAH. J'espère aussi. Merci pour l'invitation. C'est la fin de cet épisode d'Ouvrir la boîte. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si vous êtes concerné par le TDAH et que vous avez envie de rejoindre un groupe de parole en ligne et anonyme pour partager avec d'autres personnes concernées, rendez-vous sur le site de Tookie, dont vous trouverez le lien en description de l'épisode. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute habituelle, et surtout, partagez-le autour de vous. Merci et à bientôt pour un prochain épisode.